6 heures après le début de l'incendie de forêt qui ravage la périphérie et les quartiers nord de Marseille, les pompiers ne sont pas parvenus à contenir le feu qui continue d'avancer impitoyablement, aidé par un Mistral qui dépasse les 100 km/h. Madame, monsieur, bonsoir. 1500 pompiers et sauveteurs, 500 engins et une vingtaine de bombardiers d'eau ne sont pas parvenus à enrayer la progression de l'incendie de forêt et de garrigues qui, depuis hier matin, a déjà ravagé environ 2500 hectares dans la périphérie nord de Marseille et désormais à l'est de la ville. 1500 personnes ont dû être évacuées par mesure de précaution et des renforts de sapeurs-pompiers sont attendus de plusieurs villes de France. Sans vouloir être trop pessimiste, on ne peut pas dire ce soir que les sauveteurs contrôlent la situation. Yannick Aroussi, Gérard Gallian. Là, je crois qu'il ne faut pas trop rester par là. Hein. Faites attention. Hein. Ouais. Elle a tenu bon jusqu'à 16 h, mais lorsque le feu a embrasé le fond du vallon, cette habitante du quartier de la Fève a préféré partir après avoir évacué ses chevaux. Vraiment, je ne peux plus rien faire. Vraiment, c'est les éléments déchaînés. Là. Non, regardez, même ma cousine qui est au-dessus des 100 aussi, je veux dire, on s'en va tous là. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Bon, j'espère que ça s'arrête. On ne peut plus rien faire. La maison est partie. Là. Je sais pas, peut-être pas. Pas dire, mais il n'y a plus rien à rester. C'est une désastre. Quelques minutes plus tard, des pompiers arrivent sur les lieux. Les flammes sont déjà passées. Pour les habitants du quartier, il est trop tard. Depuis 2 heures de l'après-midi, on attend les camions. On n'a même pas d'eau. Il a fallu qu'on mène le comète à des pompiers sur la mobilette pour y faire voir où il y a le feu. Pourtant, 1200 hommes, 350 véhicules luttent en permanence contre les flammes depuis plus de 30 heures. Il est très virulent, il se dirige dans la descente. Hein. Mais ils ne peuvent visiblement être partout face à un ennemi sournois aidé par les éléments. C'est un feu extrêmement virulent qui se propage très rapidement, attisé par un Mistral qui avoisine les 100 à 120 km/h par endroit avec des rafales à 140 à 150 km/h. Bien sûr, la principale tâche des pompiers demeure la protection des personnes et des habitations. Dans ce lotissement de Plan de Cuques, les autorités ont demandé l'évacuation, mais nombreux sont ceux qui ont préféré rester. Monsieur, j'habite là, moi. Vous n'évacuez pas? J'ai pas évacué. Non, il ne m'évacue pas, c'est la maison, la crame. Ah, oui, j'évacue. Je crame avec. Aujourd'hui, 1000 personnes ont quitté leur domicile à Allo et Plan de Cuques, où la municipalité a mis cette salle à leur disposition. C'est très impressionnant, vous aviez le feu qui passait au-dessus de la crête de pins et les pins s'enflammaient instantanément. Donc on a préféré partir et assurer pour le petit. Difficile de savoir exactement combien d'hectares de pinèdes sont partis en fumée. Le dernier bilan fait état de 2500. Outre l'incendie du massif de l'Étoile, les pompiers ont dû faire face à 26 départs de feu, comme ici dans la calanque de l'AVS, ou bien à Plan de Cuques, où une main criminelle a allumé ce foyer dans l'après-midi. Le Mistral tourbillonnant, les difficultés du terrain sont autant d'obstacles aux efforts des sapeurs-pompiers qui sont souvent pris entre deux feux. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été légèrement blessés ou incommodés par les fumées. Au cœur de la bataille contre les flammes, nos reporters Vincent de Guyenne et Emmanuel Beck. À Allo cet après-midi, il y a du Mistral et les gendarmes portent des masques. La fumée a envahi le haut de la commune. Le feu s'approche dangereusement du lotissement. Actuellement, il y a environ 2-3 groupes d'attaques marins-pompiers qui remontent. Hein. Des pompiers de Marseille, de Cannes et d'ailleurs tentent d'établir une ligne d'arrêt juste avant les habitations. Le temps presse. Il y a des engins qui sont installés les uns à côté des autres. Et au commandement, ils vont ouvrir les lances pour tenter de stopper la propagation du feu en prenant cette route comme appui. Après quelques minutes de lutte à cet endroit, le feu semble reculer, mais... Pendant qu'on essayait de l'éteindre, on n'était pas si nombreux, le feu a stoppé partiellement la route à certains endroits. Le tronçon électrique chemin de Mimé vient d'exploser. Les flammes ont léché les clôtures de quelques villas avant de contourner le lotissement. Il a fallu te partir. Vous étiez en train de faire quoi Et on mangeait. Et de manger, il a fallu tout quitter là, il a mangé encore sur la table. C'est tout sur la table. C'était de peine, hein. Ça fait 30 ans qu'on y est là. Ça fait 30 ans, maintenant on voit tout qui a brûlé d'un coup. Regardez sa terre, le poulailler, tout qui a brûlé. Il a fallu à peine 2 heures au feu pour passer la commune sous le regard médusé de ses habitants. C'est incroyable.
Une forêt qui n'avait pas brûlé depuis 1974, ben voilà. Il attaque maintenant la colline du Garlaban, celle de Pagnol, et se dirige vers Aubagne, poursuivi par des camions rouges et quelques centaines d'hommes qui le combattront toute la nuit. Et ce soir, le trafic ferroviaire a dû être interrompu aux abords de Marseille, exactement entre Marseille et Miramas. Les marins-pompiers de Marseille estiment la situation catastrophique, c'est le mot qu'ils ont employé. Le préfet, pour sa part, est moins pessimiste. On l'écoute. Nous avons eu une quinzaine de départs d'incendie qui ont pu être étouffés dans l'œuf, mais reste ce grand feu qui va vers Aubagne maintenant, qui n'est pas encore maîtrisé, qui traverse pour l'instant une zone boisée après avoir traversé des lotissements où, heureusement, la plupart des maisons ont été protégées, quelques maisons ont été endommagées, mais la plupart ont été protégées. Et comme je vous l'indiquais, nous espérons ce soir le maîtriser avec la chute du Mistral. Sur place, nous rejoignons l'un de nos envoyés spéciaux, Éric Lemasson. Bonsoir. Première Bonsoir, question Daniel. toute simple. Éric, où êtes-vous installé ce soir? Daniel, je me trouve au nord-est de Marseille, entre Marseille et Aubagne, plus exactement sur la commune de Hallot. Et la commune que vous apercevez derrière moi, c'est Plan de Cuc. Et vous apercevez sans doute le balai des hélicoptères bombardiers d'eau, des Canadair qui tentent avant la nuit une dernière fois de circonscrire l'incendie, puisque évidemment la nuit tombée, ils ne peuvent pas faire leur travail. Je voudrais vous montrer une image. Nous étions tout à l'heure installés un peu plus haut sur les collines, puisque nous devions vous montrer les flammes. Et ces flammes sont arrivées très vite vers nous. Nous avons dû plier bagages et nous retrouver là où nous sommes maintenant. On voit la violence et la rapidité de cet incendie qui menace, on peut le dire, l'ensemble de l'agglomération marseillaise. Alors, le point de la situation maintenant, Éric, où en est-on ce soir? Nous avons survolé la ville cet après-midi et cette image, cette vision à elle seule résume la situation. Le feu est parti du nord-ouest de la ville, plus exactement à Septème-les-Vallons, dans une décharge. Il s'est propagé toute la nuit vers l'est, vers le nord-est. Il a couru en fait tout à fait derrière moi pendant toute la nuit et toute la journée. D'autres départs de feu se sont ajoutés à ce premier incendie. Et évidemment, ce soir encore, les pompiers, même s'ils sont fatigués, puisque ça fait bientôt 36 heures qu'ils luttent contre les flammes, les pompiers doivent continuer à déployer des moyens considérables. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, d'autant que d'autres feux se déclarent un peu plus au nord. Par exemple, à Salon de Provence, un lotissement est menacé. Et là aussi, on a dû déployer des moyens, des Canadair là aussi. Bien, un point également sur les évacuations. 1500 personnes, disait-on, avaient déjà été évacuées par mesure de précaution. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de victimes jusqu'à présent. Oui, à Plan de Cuc, à Hallot également. Ce sont, il faut bien le dire, des évacuations préventives. Les autorités sont prudentes. Évidemment, il ne faut rien risquer en vie humaine. Les gens sont inquiets pour leur maison, mais il faut partir. Alors on évacue les lotissements principalement. Derrière moi, à Plan de Cuc, ou alors à Hallot, 1000 personnes ici, 1000 personnes là. Les gens sont relogés pour la plupart dans leur famille. Il n'y a pas eu encore pour l'instant de mobilisation des écoles ou des gymnases. Mais enfin, on se tient prêt. Alors, dernière chose très importante pour ce qui concerne l'aide éventuelle apportée aux sauveteurs, la météo, les prévisions? Alors les prévisions météo exactes, je vous avoue que je ne les ai pas, mais il faudrait une accalmie significative du Mistral pour que les flammes se calment, une accalmie significative qui n'est pas prévue pour l'instant. Et évidemment, le vent, ce Mistral, c'est l'ennemi des pompiers. Le vent est tourbillonnant, le vent est violent, le vent est fort, 100 km/h et plus. Et on espère que pendant la nuit, il va se calmer, mais pour le moment, rien n'est prévu en ce sens. Et je voudrais vous ajouter quand même une dernière chose. Le paysage que vous voyez derrière moi, c'est le paysage de Marcel Pagnol qui part en fumée, et ça aussi, c'est bien dommage. Merci Éric, vous restez avec nous pour d'autres informations éventuelles dans le courant de ce journal. Le premier feu, on l'a dit, c'était hier matin. Il a pris naissance dans une décharge publique du quartier de Septème-les-Vallons, au nord de Marseille. Ces décharges, où souvent le feu couve en permanence, se présentent comme de véritables brûlots en cas de vent violent. Mathieu Huchet, France Vaillant. Une terre noire au pied de ces sacs poubelles et à l'arrivée plus de 2000 mètres d'hectares ravagés par les flammes. Les enquêteurs sont venus hier interroger le responsable de ce centre de stockage. Celui-ci n'a pas voulu nous répondre, mais affirme avoir strictement respecté la réglementation, compactant et enterrant tous ces déchets. Une décharge qui fait aujourd'hui l'objet de toutes les critiques. Il me semble qu'il faut encore améliorer la législation et arriver à prendre un certain nombre de décisions beaucoup plus sévères. Ça n'est pas tolérable, ça se produit année après année, ça suffit. Une enquête vient d'être ouverte, mais déjà le préfet de région ne mâche pas ses mots. Dans le cas précis, il s'agit d'une décharge
C'est certes non voulu, mais c'est infiniment regrettable, puisque cette décharge, pour avoir provoqué un incendie, n'était pas entretenue de manière convenable. Donc c'est l'enquête qui nous dira exactement les causes et nous seront amenées les responsabilités. Et si l'enquête confirme cette hypothèse, la décharge serait une nouvelle fois la bête noire des pompiers. Des pompiers qui ont depuis longtemps établi une carte des décharges à haut risque. En 1994, dans le département des Alpes de Haute-Provence, ce type de feu représentait même 25% des incendies. À l'est de l'Allemagne maintenant, sur le front des inondations, pour la première fois aujourd'hui, la situation s'est stabilisée. L'armée allemande paraît avoir la situation en main sur les rives de l'Oder, à la frontière germano-polonaise. Reportage Thierry Curtet, Pierre-Emmanuel Luneau. Depuis 8 jours et 8 nuits, Klaus Appel est sur le pied de guerre. Il veille sur la digue qui protège sa ville. Il commande un détachement de pompiers. Pour lui, ici, la situation est sous contrôle, même si le fleuve est un peu remonté aujourd'hui. Non, ce qui l'inquiète, c'est la situation au sud et surtout au nord de la ville. Toute une région abritée derrière 60 km de digues fragilisées. Il y a 200 ans, c'était une région de marécage ici. Mais Frédéric II a décidé d'assécher cette région. Le plus gros travail, ça a été d'ajuster le cours de l'Oder et de le canaliser. C'est comme ça que les boucles sont devenues des lignes droites. Dans cette espèce de polder, située 5 à 6 mètres sous le niveau du fleuve, les évacuations ont cessé en fin de matinée. 5 à 6 000 personnes ont été déplacées, mais l'Oderbruch compte 20 000 habitants. 2 points faibles ont été renforcés hier et jusqu'à ce matin dans une noria d'hélicoptères. Mais cet après-midi, le ciel avait retrouvé un peu plus de sérénité, les vrombissements étaient beaucoup plus espacés. Si c'est très tranquille ici, c'est parce qu'il n'y a pas de situation de catastrophe. Nous n'avons plus de sacs de sable à transporter. Ça veut dire que les digues sont stabilisées. Vers la fin de l'après-midi, les 4 gros porteurs décollaient vers leur base arrière, alors que les hélicoptères d'observation restaient, eux, sur place. Si la situation semble ce soir sous contrôle, toutes les équipes, et notamment celles qui sont chargées de surveiller les digues, restent à leur plus haut niveau d'alerte, car la météo n'est pas très optimiste pour les prochains jours. Au Pays Basque espagnol, 2 semaines après l'assassinat du conseiller municipal d'Ermua qui avait choqué l'Espagne tout entière, la vitrine politique des terroristes de l'ETA, Herri Batasuna, qui n'avait pas condamné l'attentat, apparaît affaiblie. Mais le mouvement relève la tête en organisant demain une manifestation indépendantiste à San Sébastien. Un test politique important. Pascal Doucet-Bon, Bruno Giraudot. Ici, la mairie annonce la couleur. Cela fait déjà longtemps qu'elle s'est prononcée pour l'indépendance du Pays Basque. Monsieur le maire est membre d'Herri Batasuna, la branche politique d'ETA, réélu confortablement il y a 2 ans. Son comité d'accueil est on ne peut plus clair. La banderole est déployée à notre arrivée par des employés municipaux. Elle pleure la mort de Juan Carlos Hernando, dit Peli, membre de ETA, qui s'est suicidé en prison et réclame le regroupement de tous les prisonniers dans des prisons basques. Gora Eta, vive l'ETA, c'est le slogan le plus fréquent sur les murs d'Usurbil. Bien sûr, il y a 12 jours, ETA a assassiné Miguel Blanco. Bien sûr, pour la première fois, toute l'Espagne a désigné Herri Batasuna comme responsable. Mais Usurbil est un fief et le restera. Après la mort de Blanco et les manifestations, j'ai pensé qu'Herri Batasuna allait perdre des voix. Mais maintenant, Peli, le prisonnier, est mort aussi, alors la situation redevient la même. Un mort contre un autre, comme si rien ne s'était passé. C'est pourtant un coup de massue populaire qu'Herri Batasuna a reçu il y a 12 jours. Joseba Alvarez, 38 ans, membre de la direction du parti. Sur son traitement de texte, dernier cri, programmé en basque, il prépare la manifestation de dimanche. L'heure est à la contre-attaque. Il y a une réaction sociale qui n'est pas niable, c'est-à-dire que c'est un fait. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans la rue, ça c'est vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est que penser que tous ces gens-là pensent que la solution du Pays Basque passe par la criminalisation d'Herri Batasuna. Mais on n'a pas par habitude de condamner les attentats. Mais c'est toute la question là en l'occurrence.
Ah non, bah vous savez, que Ribatasuna condamne ou condamne pas l'attentat, ça n'arrange pas le problème de fond. Hein. Malgré les rumeurs de désunion, le parti reste donc sur sa ligne initiale. La manifestation de dimanche sera un test. Herri Batasuna, qui draine 12% de l'électorat au Pays Basque, peut-il encore mobiliser l'épreuve de la rue avant celle des urnes? 8 personnes ont été tuées cet après-midi à Ostende en Belgique au cours d'un meeting aérien. Un avion s'est écrasé au sol après avoir raté un looping. 40 personnes ont été blessées, dont 10 sont dans un état sérieux. Le dernier parrain de la mafia new-yorkaise, Vincent Gigante, a été condamné pour escroquerie, extorsion de fonds et tentative de meurtre. À 69 ans, Vincent Gigante risque 30 ans de prison. Pendant des dizaines d'années, il a joué au chat et à la souris avec les policiers du FBI, se faisant passer pour un dérangé mental. Les policiers sont persuadés qu'il joue la comédie pour échapper en fait à la justice. En France, un sondage IFOP à paraître demain dans le journal du dimanche. 81%, une forte majorité des Français approuve la décision de certains maires d'interdire aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés de circuler dans les rues après minuit. Pour autant, 92% pensent que c'est aux parents et non aux municipalités d'exercer leur autorité. Le Tour de France cycliste avant-dernière étape contre la montre, couru en Seine-et-Marne autour du parc d'attractions de Disneyland. C'est l'Espagnol Olano qui remporte l'étape devant le maillot jaune, Yann Ulrich. Richard Virenque conserve la deuxième place du classement général. Claire Reynaud, Jean-Paul Chausset. Il avait déjà chuté dans le classement, mais cette fois-ci, il est définitivement tombé de son trône. Bierneris, roi déchu et malheureux, à qui le sort a joué de bien mauvais tours, s'est révolté un instant cet après-midi, avant de rentrer discrètement dans le rang, en terminant à la 93e place de ce contre-la-montre. Un contre-la-montre remporté par l'héritier de Miguel Indurain. Fort distrait depuis le début de ce tour, l'Espagnol Abraham Olano est enfin sorti de sa réserve pour faire parler le chrono. Mais sa victoire est presque passée inaperçue, parce qu'aujourd'hui encore, c'est vers Virenque et Ulrich que tous les regards étaient tournés. On s'attendait à une répétition du contre-la-montre de Saint-Étienne, où le maillot jaune avait rattrapé et doublé le maillot à pois. Aujourd'hui, Ulrich a terminé deuxième, mais Virenque a tenu bon. Talonné par l'Allemand, le Français n'a jamais cédé, si ce n'est 3 minutes supplémentaires au classement. Mais il a assuré l'essentiel en conservant sa deuxième place au général. Le plus qui m'a motivé, c'est de voir les photographes à 15 km de l'arrivée. Ils m'ont tous passé et ils attendaient le moment opportun pour prendre la photo quand Ulrich allait me doubler. Et ça, je le voyais venir, je les voyais tous guetter avec leur objectif. Et dans ma tête, je me disais, mais ils vont pas la faire cette photo. La photo qu'il ne fallait pas rater, en revanche, la voici. Celle d'une accolade prématurée entre les deux héros de ce Tour 97. Parce que même si ce soir la course n'est pas officiellement terminée, les deux hommes savent bien, eux, que les jeux sont faits. Parmi les 139 concurrents qui restent en course dans le Tour, un personnage particulièrement attachant, le Français Thierry Bourguignon, 28e du classement général, qui termine sans jamais avoir abandonné son 5e Tour de France. Animateur du peloton, il fait aujourd'hui partie, disons, des anciens, mais qui cet après-midi testait un appareil ultramoderne pour enregistrer ses pulsations cardiaques. Florent Gautreau, Alain Poirier. C'est l'histoire d'un coureur qui rêvait d'être acteur. Pas étonnant donc de voir rôder Thierry Bourguignon dans les décors Far West de Disneyland. Une échappée insolite pour ce cow-boy solitaire de 34 ans qui fait rarement comme les autres. Artificier de métier, il est devenu professionnel à 27 ans seulement, mais depuis, le peloton ne peut plus se passer de lui. C'est un homme de cœur, c'est un homme de coup de gueule et bon, c'est tout un mélange explosif et qui est pratiquement indispensable à la vie de notre équipe maintenant. Personne ne peut envisager un tour sans Bourgui, sans sa bonne humeur et sans ses coups de colère. Après avoir tout donné aujourd'hui dans le dernier contre-la-montre du Tour, Bourguignon a encore la force de râler. Le peloton, il y a peut-être un petit peu moins d'ambiance, mais c'est les sponsors qui veulent ça un peu. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'argent et on nous demande de plus en plus de résultats, donc... Bourguignon, coureur à l'ancienne, pas sûr. Aujourd'hui, le doyen français du peloton était même à la pointe du modernisme, grâce à cette petite boîte noire placée juste sous sa selle. La boîte enregistre les battements de cœur du coureur et les transmet directement à la voiture suiveuse. Le directeur sportif peut ainsi en permanence connaître la fréquence cardiaque de son coureur. On peut même plus cacher nos battements de cœur.
Non, mais bon, on dit que ma femme dit que j'ai un grand cœur. Alors, je vais voir. Un grand cœur, une grande gueule et des jambes solides, voilà le secret du grand frère d'Aubert qui va terminer le tour à la 28e place du classement général. Il est reconnu, applaudi et acclamé. Bourguignon, le coureur-acteur, est comblé. Des embouteillages aujourd'hui sur la route des vacances, sur l'autoroute du Sud, dans la vallée du Rhône en particulier. Ce matin, on a enregistré des bouchons de plus de 40 km. Ce soir, le trafic s'est amélioré, même s'il reste très dense à hauteur de Valence, ainsi que sur les itinéraires de délestage de la Nationale 7, principalement. Plusieurs centaines de cavaliers rassemblés aujourd'hui à Jumièges, en Seine-Maritime, à l'occasion de l'équirando, littéralement équitation randonnée, qui s'est terminée en fin d'après-midi par un grand défilé. Sophie Roland, Dominique Merlin. Un dernier effort. C'est la fin du périple pour la famille Marcel. 230 km en 10 jours sur les chemins de randonnée depuis Verneuil-en-Alatte, en Picardie. C'est un moment un peu particulier pour un cavalier, puisque pendant une dizaine de jours, il va être avec son cheval. Donc c'est une vie assez intense entre le cavalier et son cheval. Donc on en profite pleinement, là, enfin, d'être cavalier. Objectif de cette longue balade, participer à l'équirando, la fête des randonneurs à cheval qui a lieu cette année à Jumièges. Ici, pas de stress, pas de compétition. Le rendez-vous se veut avant tout convivial et familial. Point commun à tous les participants, la passion du cheval. Elle vient, je pense, dans notre société actuelle, d'un besoin de retourner à la nature, de besoin de retourner à des choses simples, des choses authentiques. On ne trompe pas un animal. C'est l'amitié avec un animal, d'être en relation avec un animal, j'aime bien ça. Puis en fait, on partage une passion. Point d'orgue de la manifestation, un grand défilé de 1000 cavaliers dans Jumièges, un petit village de 1600 habitants. Faire l'équirando sans faire le défilé, bon bah, c'est pas la peine de la faire. On peut se contenter de faire une randonnée anonyme et c'est tout. Là, ça permet de faire de montrer les couleurs de son club. Enfin, voilà. Chacun représente ainsi sa région et son association équestre avec fierté. Pour les amateurs de montagne en herbe, un stage d'une semaine dans la région de Morzine avec une chef de cordée exceptionnelle puisqu'il s'agit de Catherine Destivelle. Avec elle, on se sent en sécurité, même dans les passages les plus délicats. Vincent Guyenne, Olivier Robert. Pour les vacances, du haut de ses 9 ans et demi, Zoé voulait faire de l'escalade. La voilà servie. La monitrice est gentille et célèbre, Catherine Destivelle, spécialiste de l'exploit en altitude. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un trou. Ah. Et alors ? On les regarde pas, il y a une grosse altitude. On les regarde pas. Voilà. Pour un adulte, c'est vrai que je serais peut-être moins patiente. Mais un enfant, c'est la découverte, puis ils sont tellement... ça leur plaît tellement que... Ouais, ça me fait plaisir. Une alpiniste connue et reconnue en qui Zoé a toute confiance. Elle connaît quand même un peu de monde et puis si on tombe, elle peut téléphoner à plein de monde, quoi. Jennifer, on fait sa baline là-bas en bas, mais maintenant c'est fini, hein. Attention, avec Catherine et son mari Eric, on apprend ce que c'est que la montagne. Descendez tranquille là-dessus. La vraie. Comme ça, on fait pas trop tomber de cailloux. On y passe même la nuit. Et en fin de journée, rares sont ceux qui refusent un bon bol de soupe à la neige fondue. Parce qu'on a beaucoup marché. C'était dur ? Oui. C'est difficile, mais dès qu'ils arrivent, ils récupèrent instantanément. C'est une résistance étonnante, hein, les petits. Là. Ouais, là maintenant ils ont mangé, ils vont aller jouer, puis après ça va être difficile de les coucher. Qu'est-ce que vous faites avec vos bols ? On les lave, on fait la vaisselle. Bref, on se débrouille avec les moyens du bord et se coffre la montagne. En cherchant bien, on trouve même des chamallows. Oh, il est tout cramé, le mien. Mais il est temps de se coucher. Allez, bonne nuit. Car le lendemain, le réveil sera pénible et matinal, 5 heures. La montagne s'est refroidie de quelques degrés. Ça lui donne l'occasion de voir les chamois, de ne pas se faire prendre par l'orage et d'avoir moins de monde au-dessus de nous. Au-dessus du monde, il y en aura quand même. Des bouquetins que les enfants vont rejoindre tout en haut. Une rencontre magique qui fait oublier la fatigue et le vertige des sommets.
On a été jusqu'à 5 mètres à l'ivoire. 5 mètres près d'eux. Je pense qu'ils ont vaincu quelque chose qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs. Hein. Ça les rend plus... ça leur donne confiance en eux. Et beaucoup de parents nous ont dit que c'était très bénéfique. Car on retient toujours quelque chose d'une telle expérience. Bon, ouais, vous pouvez y aller. Hein. Zoé, ce matin-là, avait mal au ventre et l'alpiniste en herbe a dû renoncer à son ascension. Elle n'a pas vu les bouquetins, mais elle a compris qu'il fallait savoir rester humble devant la montagne. Une idée sur la route des vacances, ou plutôt sur la voie ferrée. Depuis une dizaine d'années, dans le département du Lot, une association de bénévoles, Quercy-Rail, propose une découverte de cette région splendide, à bord d'une ancienne Micheline. 71 km de voie ferrée ont été réhabilités entre Cahors et Cap-de-Nargue. C'est magnifique. Christophe Larocca, Olivier Combe. L'autorail date de 1947 et son succès ne se dément pas. 3 fois par semaine, en gare de Cap-de-Nargue, il fait le plein de vacanciers en route pour la vallée du Lot. Il y a quelques années, la ligne Cap-de-Nargue-Cahors a été abandonnée par la SNCF. Alors, avec cette motrice, ce sont des bénévoles qui lui ont redonné vie. Et là, c'est cette chapelle où s'arrêtaient les mariniers. Pour faire une prière, sans doute. Voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Aujourd'hui, c'est Michel, un instituteur à la retraite, qui guide les touristes. Tout au long de son parcours, l'omnibus multiplie les arrêts. Ici, on admire un château, un point de vue. Là, on s'arrête pour découvrir un village et son architecture. C'est une église qui a été construite probablement au XIe et XIIe siècle. Alors, à l'extérieur, vous avez autant de chapiteaux décorés, mais autant de choses différentes. Ici, pas d'explication pédante, car c'est le contact humain que l'on privilégie. C'est un cadran solaire. Il serait au soleil et à l'ombre, là. Et oui. Alors... Je trouve ça très typique, j'aime bien les gens de la région, je trouve ça très amusant. Ils sont vraiment... Enfin bon, c'est très nature, très très amusant. Moi, c'est typique du coin, nous on aime bien. Le trajet n'est long que de 40 km, mais il ne faut pas moins de 3 heures pour le parcourir. À chaque passage à niveau non protégé, ce sont des membres de l'association qui assurent la sécurité. Beaucoup sont d'anciens cheminots qui retrouvent une ligne qu'ils avaient connue en activité. Je suis venu à Quercy-Rail il y a 3 ans et j'avais arrêté d'y passer en 76. Ça m'a fait plaisir de revoir. Même on va certainement le faire un jour ou l'autre, de faire un train de nuit. Hein. En tout, 80 bénévoles assurent le succès de Quercy-Rail. Au fil du temps, les excursions ont été complétées par des promenades en bateau. La formule ravit les vacanciers. Fantastique, ingénieuse, et puis étant amoureux de la nature, eh bien, c'était une petite avant-première avant de pouvoir faire ça ensuite à pied avec ma petite famille. Ça me rapproche bien de la nature de la région, bien de ces sites et toute cette région, le Lot particulièrement. Et comme le bouche à oreille fonctionne parfaitement, ce sont plus de 12 000 touristes que l'association s'apprête à accueillir cet été. C'est Napoléon III et l'impératrice qui firent de Biarritz l'une des plus belles stations balnéaires françaises et des plus réputées. Pour préserver son patrimoine, la municipalité est parvenue à faire classer plus de 800 villas qui témoignent de l'histoire de la ville. Ludovic Fossard, reportage. Bon d'accord, c'est un peu cher, mais c'est beau. De l'architecture traditionnelle qui fait toute la renommée de la plage de Biarritz. Une architecture qui pourtant aurait pu disparaître. De cette villa, par exemple, ne reste qu'un nom sur un portail. La villa a été remplacée par un bâtiment moderne qui, à l'évidence, n'a pas le même charme. Ça me fait beaucoup de peine de voir les constructions qui ont été faites à certains endroits, qui ont détruit un peu l'équilibre de quelques beaux sites de Biarritz, mais pour l'essentiel, je crois qu'on a préservé ce qui fait la beauté du patrimoine de Biarritz. Car Biarritz, c'est bien sûr une ville marquée par l'histoire. Celle de la richesse au soleil, de l'élégance qu'on affiche et des palais qu'on se construit. Aujourd'hui, certains sont toujours là, transformés en hôtels, parfois comme ici. Un patrimoine qui vient d'être recensé et protégé. Cet architecte a parcouru la ville, photographié près de 2000 villas, dont 832 sont aujourd'hui définitivement préservées. On se dit que ces maisons ont un intérêt architectural par la qualité de la maison elle-même, de son environnement, de ses jardins, des clôtures qui sont toutes simples mais qui apportent une harmonie au quartier. Donc c'est tout l'ensemble qu'il faut considérer. Et voilà une photo d'une des maisons qu'il sera désormais interdit de détruire. Une charmante villa extérieure comme intérieure,
que personne ne pourra plus modifier, pas même ses propriétaires. Elle est très belle, ça nous plaît quelques. C'est important de la défendre. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a eu l'exemple à Biarritz de villas qui ont été détruites, qui étaient des superbes villas, et on n'a pas réussi à les protéger. Ce sera donc chose faite à l'avenir, et le Biarritz des grandes années, finalement a su conserver son charme encore aujourd'hui, et désormais pour longtemps. Je reviens sur l'incendie des quartiers nord et est de Marseille, 36 heures donc après le début de l'incendie. Le feu continue de courir, les pompiers ne sont pas parvenus à contenir l'incendie, qui continue donc d'avancer impitoyablement. Pour l'instant, le Mistral dépasse encore les 100 km/h. Le dernier point de la situation avec Pascal Golomer. Malgré les 1000 pompiers, les 350 engins de toutes sortes dépêchés sur place, malgré les Canadair qui dès ce matin ont repris leur rotation, le feu n'est toujours pas maîtrisé ce soir au nord de Marseille. Il progresse même vers le massif du Garlaban, vers Aubagne, à une vitesse d'1 km/h. Le feu attisé par le Mistral, toujours très violent. Le feu, ou plutôt les feux. Une vingtaine de foyers ont été comptabilisés dans la journée. Certains habitants ont pu rejoindre le lotissement qu'ils avaient évacué hier. D'autres ont dû quitter leur maison sous la menace des flammes, mesure préventive. Seuls les pompiers ont dû être soignés, une douzaine d'entre eux hospitalisés. Des pompiers fatigués avant une nuit qui s'annonce encore difficile, même si la météo annonce enfin un affaiblissement du Mistral après minuit. Sur place, Éric Lemasson. Éric, je suppose que les Canadair et les sauveteurs continuent de s'activer autour des foyers d'incendie ? Oui, pour les moyens aériens, c'est une sorte de course contre la montre avec le soleil, puisque évidemment de nuit, ils ne peuvent plus continuer leur rotation au-dessus des flammes. Ici, il faut bien dire qu'on s'apprête quand même à vivre une nuit de travail pour les pompiers au sol. Et les habitants, eux aussi, ne vont pas dormir, puisque leur inquiétude se manifestera en regardant la ligne de feu qui arrive, qui est à quelques centaines de mètres de l'endroit où je me trouve, donc entre Marseille et Aubagne. Les habitants qui auront un œil sur les flammes et aussi un œil sur le vent, car l'inquiétude ici, évidemment, c'est ce Mistral qui dure, ce Mistral violent, puissant, tourbillonnant, qui empêche de pouvoir véritablement maîtriser l'incendie. Les pompiers nous disent que lorsqu'ils éteignent quelque part un petit foyer, eh bien ça reprend ailleurs à cause de ce Mistral. Et demain matin, évidemment, on espère que ce Mistral va faiblir et aussi il faudra faire un premier bilan. Des gens ont été évacués, quelques villas sont endommagées, des gymnases et des collèges ont été réquisitionnés pour cet incendie, ce plus important incendie du début de l'été dans le sud-est, également ce plus important incendie à Marseille depuis au moins 4 ou 5 ans. Merci Éric. Voilà pour le point complet donc sur ces incendies autour de Marseille. Dans un instant, la météo, prévision importante, notamment pour le sud, donc avec Patrice Drevet. 0h15, le dernier journal présenté par Véronique Thabot avec les dernières nouvelles de l'incendie de Marseille. Quant à moi, je vous retrouverai dès demain à 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.